Il y a de fortes chances qu'à un moment donné dans votre vie scolaire, vous vous soyez demandé pourquoi on étudiait les maths. Quoi ça pouvait bien servir une fois qu'on quittait l'école. C'était très probablement pendant les cours quand vous vous emmerdiez à bosser sur des équations, de la trigo. Personnellement, je me suis jamais posé la question, tout simplement parce que je prenais tellement de plaisir à faire des maths que pour moi l'intérêt premier, ça a toujours été d'en faire encore plus. Enfin, ça c'était le cas jusqu'à l'an dernier. Depuis, un de mes profs nous a posé cette même question, et pour la première fois de ma vie, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux liens qui existaient entre les maths et le foot. Et franchement, des liens entre ces deux disciplines, c'est pas ce qui manque. Vous comprendrez donc que j'ai dû faire un choix et ne m'intéresser qu'à un seul sujet, en l'occurrence le jeu en triangle. Vous inquiétez pas, je prendrai le temps de bien développer mon propos, mais concrètement, l'essence même du foot actuel est basée sur de la géométrie. Le jeu de position et la gestion de l'espace sont des concepts récents qui ont révolutionné la manière de jouer parfois chaotique du siècle dernier. Est-ce que pour autant, il faudrait voir en Rinus Michels ou Arrigo Sacchi des mathématiciens de génie comme l'étaient Gauss, Euler ou encore Leibniz? Non, évidemment, restons sérieux. Par contre, c'est indéniable que l'évolution du foot s'est faite via une meilleure compréhension des maths derrière. Et attention, je le précise quand même pour pas qu'il y ait de malentendus, je suis pas en train de dire que les entraîneurs et joueurs ont consciemment étudié les maths qui régissaient le foot pour s'améliorer. Non, c'était un phénomène plus organique. En cherchant à améliorer leur jeu, ils se sont naturellement mis à plus et surtout mieux utiliser les outils géométriques à leur disposition. Sans plus tarder, voyons voir comment ils ont fait tout ça. Pour commencer, intéressons-nous à ce qui se passe avant le coup de sifflet de départ. Autrement dit, les formations. Elles ont toujours existé et existeront probablement toujours. Ouais, faut bien mettre 11 joueurs sur le terrain, alors autant faire en sorte qu'ils soient positionnés à des endroits pertinents pour l'équipe. Par contre, mon but, c'est pas de faire une rétrospective de la tactique dans le foot, donc je vais vraiment pas m'attarder dessus. Ce qui m'intéresse et ce dont je veux vous faire prendre conscience, c'est ce que ces formations font apparaître si on prend un peu de hauteur et qu'on considère le terrain comme un plan et les joueurs comme des points. Ok, maintenant que vous avez cette nouvelle perspective, est-ce que vous voyez pas tout plein de figures géométriques à l'écran là? Ouais, bon, c'est vrai que ça va être plus clair si je mets en évidence les côtés de ces figures. Et je vous assure, on dirait peut-être pas comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Genre, tellement que ça servirait à rien de les compter. Et au fond, c'est pas si grave, hein, parce qu'on peut clairement s'en sortir en étant un peu plus malin. Ici, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit rappel de vos cours de géométrie. Faut savoir que quand on travaille avec des figures, et plus précisément des polygones convexes, en gros, ça reprend toutes les figures que vous connaissez, hein, type triangle, rectangle, trapèze, hexagone, etc. Donc, dans ces polygones convexes, il suffit de tracer une diagonale pour faire apparaître des figures avec moins de côtés et de sommets. C'est un peu comme si on divisait la figure en deux, donc forcément, elle va perdre en côté et en sommet. Ok. Maintenant, si on trace toutes les diagonales possibles d'une figure à partir d'un même sommet, on se retrouvera toujours avec des triangles à la fin. Et pourquoi je vous dis tout ça? Ben, parce qu'on peut aussi faire le chemin inverse. Autrement dit, à partir des triangles qu'on a là, on en fait déjà quasi toutes les figures. Il suffit juste de prendre deux triangles côte à côte pour faire un quadrilatère, par exemple. On en prendrait quatre si on voulait faire un hexagone, et ainsi de suite. Je précise quand même qu'on a presque toutes les figures parce qu'il y a certains traits que j'ai pas tracés pour pas trop alourdir le schéma, mais qui feraient apparaître de nouvelles figures à leur tour. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'expliquer que ces traits que j'ai mis en évidence, ils sont pas anodins. En pratique, ils correspondent aux lignes de passe utilisées par les joueurs. Et c'est pour ça que le choix de la formation est primordial. En choisissant comment placer les joueurs sur le terrain, l'entraîneur impose déjà un certain cadre à son équipe. Évidemment, je vous vois venir. Oui, les joueurs bougent sur le terrain, mais heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas en restant statique et scotché à leur position qu'ils parviendra à créer un décalage effectif, ni à progresser sur le terrain. Toutefois, ce cadre, et ça se remarque quand on analyse la position moyenne d'un joueur en fin de match, il est globalement respecté par les joueurs. Ces derniers jouent en accord avec la formation de départ, donc l'entraîneur doit être certain que c'est elle qui correspond le mieux à ses joueurs. Si vous suivez le foot de manière plutôt assidue, vous avez certainement déjà entendu dire que le football actuel était un jeu de position ou de positionnement. Mais forcément, quand les formations de départ sont autant influentes, ça prend tout son sens. La manière dont une équipe va attaquer et même défendre dépend du positionnement de ses joueurs. Donc par exemple, une équipe en 4-4-2 va avoir une assise défensive solide, avec des attaques qui seront plus latérales pour pouvoir connecter plus facilement le milieu et l'attaque. En revanche, en apportant un léger changement, en mettant un des deux attaquants derrière l'autre, dans une position de milieu offensif, l'espace entre le milieu et l'attaque est comblé et on peut plus facilement passer par l'axe.
Bon, là, je pourrais continuer de parler tactique en m'attardant sur la manière dont les formations s'opposent ou s'annulent, mais c'est pas le but de la vidéo. Maintenant que vous avez compris globalement le contexte de maths qui régissait n'importe quelle rencontre, je vais pouvoir pousser la réflexion un peu plus loin. Du coup, parlons un peu des passes, parce que c'est bien beau d'analyser les lignes de passe théoriques, mais comment ça se manifeste concrètement? Avant tout, je dois vous expliquer ce qu'est un 1-2 dans le foot. Promis, c'est pas pour me moquer, mais je dois vraiment revoir certaines bases avant d'aller plus loin. Alors, les 1-2, c'est en fait la base du jeu de passe de n'importe quelle équipe, peu importe le niveau. Comment ça s'organise? Très simple. Deux joueurs offensifs avec un défenseur entre qui gêne la progression du porteur de la balle. Ici, plutôt que de tenter un dribble plus ou moins efficace, le porteur de balle va simplement faire une passe à son coéquipier, éliminant ainsi l'obstacle. Ensuite, ce second joueur fait une remise au premier qui avait effectué une course pour dépasser l'adversaire à son tour. Ainsi, le porteur de balle original a à nouveau la possession en ayant éliminé son adversaire et sans avoir tenté un dribble qui était plus risqué. C'est vraiment la base du foot et c'est d'ailleurs un outil tellement élémentaire qu'il apparaît à des niveaux très amateurs. Rien qu'en regardant des gosses jouer dans un parc, vous risquez d'en voir utiliser le 1-2. Et s'il est autant utilisé, c'est d'abord parce que c'est un concept très intuitif, mais aussi car il ne nécessite pas de qualité technique particulièrement élevée. Alors forcément, les joueurs moins sereins vont directement se reposer dessus. C'est ainsi que, dès le plus jeune âge, les enfants sont confrontés aux appels et aux courses pour se démarquer. Autrement dit, à l'utilisation de l'espace sur le terrain. Maintenant, si on schématise tout ça et qu'on s'intéresse à la trajectoire de la balle ainsi que la course du premier joueur, on remarque qu'un triangle se dessine. Et c'est là qu'on s'amuse vraiment parce que ce triangle, il représente une surface particulière du terrain. C'est là qu'on retrouve le défenseur, autrement dit l'obstacle à éliminer. Et plus cette surface est grande, et plus la partie de terrain gagnée par le 1-2 est grand. Mais surtout, le nombre d'adversaires éliminés est grand. Et oui, il ne faut pas oublier que l'intérêt premier reste l'élimination. C'est un peu comme si le triangle dessiné se grisait parce que cette zone du terrain avait été maîtrisée. Maintenant, vous avez bien en tête ce qu'est le 1-2. Imaginez un troisième joueur qui serait à l'endroit où le premier joueur avait fini sa course. Et voilà, on a notre triangle. On n'a plus besoin de course pour éliminer l'adversaire. Le premier fait la passe au deuxième qui, à son tour, fait la passe au troisième. C'est un moyen diablement efficace pour contourner n'importe quel obstacle. Et comme le triangle est déjà là, sans nécessité de course, les passes sont plus rapides et plus polyvalentes. En gros, ça veut dire que la balle peut tourner plus vite, plus facilement, les joueurs s'adaptent beaucoup plus aisément aux différents pressings qu'ils subissent en ayant plus de choix de passes. Et puis, c'est assez logique, mais une circulation plus rapide, ça veut aussi dire que plus de surface gagnée rapidement et donc plus vite arriver dans le dernier tiers adverse. Ça, c'est surtout dans une optique de contre-attaque, où la vitesse est primordiale. Mais les attaques placées en bénéficient aussi. En effet, le jeu en triangle fait circuler la balle tellement facilement qu'il fatigue inlassablement l'adversaire en le condamnant à courir derrière la balle comme un chien. Et je vous promets que j'exagère pas. Faut voir ce que ça donne quand une équipe fait circuler convenablement la balle. C'est comme si elle devenait irrécupérable. Et c'est logique. Du fait des placements des joueurs, ils forment constamment un triangle qui recouvre une certaine surface. Le défenseur, lui, se retrouve à l'intérieur de cette surface comme pris au piège, car en voulant protéger une ligne de passe, il laisse forcément l'autre ouverte. Si on considère que le 1-2 est le niveau 1 du jeu de passe et que le jeu en triangle est niveau 10, on peut dire que ce qui vient est le niveau 100. Parce que en match, on n'a pas juste 3 joueurs, mais bien 11. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'un même joueur appartient à plusieurs triangles en même temps. Donc il a parfois beaucoup plus que simplement 2 lignes de passe disponibles. Et puis aussi, n'oublions pas que c'est un jeu constamment en mouvement. Les joueurs bougent en formant toujours plus de nouveaux triangles avec de nouveaux joueurs. Et c'est avec ces mouvements constants qu'une équipe peut complexifier son jeu de passe en le rendant plus difficile à contrer et surtout infiniment plus beau à voir. Ouais, parce que si de base j'ai voulu parler de ça, c'est aussi et surtout parce que c'est incroyablement plaisant à regarder quand c'est bien exécuté. Voir la balle circuler sans effort à travers tout le terrain, dessinant une myriade de triangles, c'est d'une satisfaction incroyable. En plus d'être beau, rapide et fluide, c'est aussi un style de jeu peu taxant physiquement pour les joueurs qui le pratiquent, contrairement à l'adversaire qui lui est constamment en train de courir. Et pour un sport aussi long, ça nécessite forcément de l'endurance, et donc c'est un détail qui n'est pas négligeable. Bon, là je me suis contenté de parler des triangles, mais évidemment, si le jeu se complexifie, c'est aussi parce qu'on peut faire intervenir des circuits plus longs que simplement des triangles. C'est juste que ça devient vraiment compliqué à mettre en place, et puis généralement, en disséquant un peu le bazar, on en revient tout de même à des triangles à travers les diagonales, des dites figures. D'ailleurs, pour ça qu'on parle de jeu en triangle.
C'est la figure avec le plus petit nombre de côtés et on peut la faire apparaître peu importe la figure de départ. Enfin, tout ça pour dire que, oui, des circuits de passe plus longs et complexes que ceux des triangles existent aussi. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Si c'est si parfait que tu nous le dis, pourquoi est-ce que tous les entraîneurs du monde ne l'utilisent pas? Bah, malheureusement, pour nos yeux et notre plaisir, c'est quelque chose de vraiment compliqué à mettre en place. C'est pas pour rien que je vous l'ai présenté comme le niveau 100. Rares sont les équipes qui l'utilisent à bon escient. Ça nécessite avant tout des joueurs particulièrement doués techniquement. Logique, pour avoir une bonne efficacité et une bonne fluidité dans les circuits de passe, bah, faut avoir des joueurs sereins qui font des passes précises. Après, il y a aussi une limite plus philosophique. Certains entraîneurs préféreront toujours une approche plus défensive en laissant l'initiative du jeu à l'adversaire. À cela, bah, je peux rien dire à part que le terrorisme a de beaux jours devant lui, malheureusement. Bref, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre et apprécier le lien entre deux de mes passions. Évidemment, c'est pas le seul lien qui existe entre les maths et le foot. Rien que ces dernières années, par exemple, il y a eu un développement considérable au niveau statistique. Mais bon, je trouvais ça beaucoup moins amusant comme thématique. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez kiffé et que la paix soit sur vous.